La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. La programmation des projets d'investissement public. L'exercice concentre les attentions des cadres, des ministères et institutions de la République depuis ce matin à Lomé. Une fois la procédure maîtrisée, ils pourront remplir efficacement leur cahier des charges. Des précisions dans ce journal. La presse togolaise va sauver des vies le 3 août prochain avec l'opération Mon sang pour une vie. L'Union internationale de la presse francophone UPF Togo vient de lancer l'initiative à Lomé. Comment va se dérouler cette opération? Restez avec nous, vous le saurez dans ce journal. Et puis les vacances chez les élèves, certains s'intéressent aux loisirs et distractions, d'autres préfèrent aider les parents au marché, à la boutique et j'en passe. Mais comment mettre à profit les vacances? Bénédicte Aleke s'est intéressée au sujet, vous suivrez son reportage dans ce journal. Voilà pour les titres, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. D'abord, sachez que le groupe Mitsubishi apporte son soutien à la mise en œuvre du plan national de développement BND. Une délégation du groupe a été reçue cet après-midi par le chef du gouvernement, commissaire Mklassou à la primature. À la fin de l'entretien, Yas Doida, responsable Afrique du groupe Mitsubishi, s'est confié à la presse. Ses propos ont été recueillis par Yves Agbevivi. Surtout discuter en ce qui concerne l'énergie de ce pays. Aujourd'hui, 40% de personnes ont accès de l'électricité. Ils veulent augmenter le taux jusqu'à 100% vers l'année 2030. Donc nous, autant que société japonaise, oui, nous voudrions aider et puis pousser pour que tous les peuples de Togo aient accès à l'électricité. C'est le sujet qu'on a discuté avec le Premier ministre. Il y a plusieurs projets de off-grid, c'est-à-dire c'est pas la peine d'avoir le grid, mais on peut avoir le solar panel, les trucs un peu plus petits, mais quand même avoir l'énergie efficace. Ça va commencer cette année déjà, avec notre partenariat, et je pense que ça va continuer dans le long terme. Il est très intéressé avec la proposition, et nous sommes également très fiers de participer à allumer le pays. Je l'annonçais à l'instant, l'exercice va les aider à mieux remplir leur mission en matière de programmation de projets d'investissement public. Les cadres des ministères et institutions de la République maîtrisent depuis ce matin le contenu du manuel de procédure pour la sélection, la hiérarchisation et la programmation des projets. Alors quelle sera la valeur ajoutée de cette session? Les précisions de Lucassi. L'évaluation faite par le Fonds monétaire international FMI au Togo en 2016 a révélé des faiblesses dans le processus de gestion des investissements publics. Au rang de ces faiblesses, la mauvaise programmation des investissements publics, l'élaboration du manuel de procédure pour la sélection, la hiérarchisation et la programmation des projets d'investissement public et ses outils opérationnels sont quelques-unes des réformes opérées pour répondre à cette préoccupation. Les cadres des différents ministères et institutions de la République s'approprient le contenu de ce manuel. C'est un manuel qui a des outils opérationnels. C'est justement sur ces outils opérationnels-là que les cadres de l'administration publique seront formés pour prendre part effectivement à la programmation, puisque la programmation commence au niveau des ministères sectoriels et institutions, avant que les projets ne soient repris au niveau du ministère de la planification. Et le rôle aussi du ministère de la planification, c'est de faire en sorte d'aligner toutes les politiques sectorielles sur le PND, et justement la formation là participe, n'est-ce pas, à cet exercice-là. La mise en application des principes de ce manuel contribuera à asseoir une gestion efficace des investissements publics. Ceci en priorisant les projets selon les besoins réels des populations. C'est l'outil du planificateur qui lui permet aussi de faire le bon diagnostic, disséquer les projets pour voir si effectivement ces projets ont des impacts sur la population. Alors, dans ce manuel, vous allez voir des évaluations financières, des évaluations des risques, mais surtout l'évaluation socio-économique. Socio-économique, quand elle est positive, on considère qu'il y a un impact sur la population. Et même si les autres ne sont pas vraiment, toutes ces évaluations ne sont pas positives, on accompagne les sectoriels à
améliorer ces projets-là pour qu'ils rentrent effectivement dans la programmation des investissements, étant sûr que ces projets-là vont avoir un impact réel sur les conditions de vie de nos populations. La finalité est donc de bâtir un cadre macroéconomique stable avec une croissance économique forte, résiliente et inclusive au bénéfice des populations. Ce manuel a été élaboré avec l'appui financier de la Banque mondiale en collaboration avec l'Union européenne via le projet d'appui à la gouvernance économique PAGE. Où en est-on avec la mise en œuvre du projet développement rural intégré de la plaine de Meaux? Le ministre en charge de l'agriculture a voulu en savoir. Noël Koutera Bataga s'est rendu sur certains sites pour expliquer aux populations les avantages de ce projet. Il prend en compte l'aménagement des APP avec des barrages pour encourager la production à grande échelle dans la localité. Les précisions de Désiré Aloyer. La relance économique, une priorité du gouvernement togolais, et l'agriculture, un moyen aussi essentiel de cette relance pour assurer l'émergence. Ici et là, des efforts sont engagés au travers des projets et programmes. Les APP, un projet qui appuie le secteur. Dans la préfecture de Meaux, le projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux coordonne les activités. Le ministre Noël Pataka de l'agriculture, de la production animale et halieutique en déplacement dans la zone agricole aménagée planifiée du Foali, de Léguédé, de Suruku et les bas-fonds de Kanya et Nkonta pour des retenues d'eau en gestation, où les coopératives mèneront des activités grâce à la mécanisation. Puis, le membre du gouvernement a échangé avec les bénéficiaires des APP. Le projet de développement rural intégré de la plaine de Meaux, lancé par son Excellence Fort Eswazina Nyasingbe en 2011, a fait des infrastructures et a entamé une phase d'aménagement de 3 sites de 1500 hectares chacun pour les zones d'aménagement agricole planifiées. Ce sont des opportunités pour les opérateurs économiques qui veulent développer la transformation des produits agricoles dans la plaine de Meaux pour venir installer leurs usines, collecter, traiter les produits que cette plaine va mettre en culture. Nous avons rencontré ensuite les populations pour voir aussi avec elles la possibilité de mettre en exploitation ces zones d'aménagement agricole planifiées, les retenues d'eau et les barrages qui sont en train d'être construits par le projet, ainsi que les autres infrastructures socio et économiques afin de les inciter à développer davantage l'activité économique et à être plus entrepreneurs. Les entrepreneurs se sont positionnés pour mettre en valeur des tracteurs que le projet a écrits et d'autres vont aussi exploiter d'autres tracteurs que des opérateurs économiques privés s'apprêtent à acquérir pour mettre à la disposition des entrepreneurs agricoles. Le ministre Bataka a fini sa tournée, la visite des infrastructures du projet PDRI Meaux, un plan d'action du gouvernement pour lancer la préfecture de Meaux sur la voie du développement. Elles ont déjà reçu le quitus de la FAO pour offrir des services d'appui aux communautés à la base. 3 organisations de la société civile sont donc mises à contribution par la FAO pour l'atteinte des ODD. Elles vont intervenir dans les domaines économiques et environnementaux dans plusieurs localités. Un protocole d'accord a été signé la semaine dernière en ce sens. Le point avec Abidé Nyasingbe et Dodo Haré. Plus de 113 millions de francs CFA mis à la disposition des organisations de la société civile engagées dans le développement des communautés à la base. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO associe la société civile à sa vision et lui confie des missions relatives à la lutte contre la faim, l'insécurité alimentaire, la malnutrition, la protection de l'environnement, entre autres. La première convention sur les mangroves, nous voulons réaliser avec l'ONG qui travaille déjà sur place depuis longtemps sur cette question, mais en leur apportant à notre niveau un savoir-faire qui leur permet de faire une action pilote sur 3 hectares. Avec l'ONG ADHD, c'est sur le foncier, parce que vous savez, il y a un nouveau code foncier et au niveau rural, il faut le diffuser. Donc l'ONG va faire des outils de diffusion simples. C'est vraiment à titre pilote avec ces organisations paysannes, parce que nous avons un programme plus ambitieux à partir de 2020. Et donc,
toutes ces initiatives pilotes, celles qui vont bien marcher, on pourra les mettre à échelle sur le pays. Chaque organisation s'est vue attribuer un budget avec une mission spécifique à accomplir pour répondre de façon durable aux besoins des populations à la base. Nous avons accompagné 12 organisations paysannes à restaurer la forêt à côté de la production agricole. Maintenant, ça nous permettra aussi de renforcer la capacité de nos membres. Nous allons identifier 100 jeunes qui ont de bons projets qui vont dans le sens de restaurer le sol de l'agroécologie. Donc le montant global de l'enveloppe est 57 720 300 francs. Nous allons faire des reboisements linéaires de 2 espèces, Avicennia et Rhizophora, sur 6 km qui fait 3 hectares. L'enveloppe tourne autour de 8 millions qui va nous servir à sensibiliser la communauté sur les bienfaits de ces espèces aquatiques et semi-aquatiques. Nous avons demandé à la FAO de nous venir en complément pour nous permettre d'imprimer et de concevoir une boîte à outils traduisant les dispositions du code foncier et domanial qui a été adopté, promulgué au niveau du Togo. Nous allons utiliser cette boîte à outils pour former les organisations de la société civile. Et la troisième activité, une fois formés et retournés dans leur milieu respectif, ils vont vulgariser le code auprès des populations rurales pour permettre de comprendre l'importance de ce code et de voir les dispositions à prendre pour sécuriser leurs terres. Ces projets doivent être réalisés dans un délai précis et chaque organisation est appelée à faire preuve de professionnalisme pour atteindre les objectifs fixés par la FAO. L'institution entend ainsi accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND. C'est un pari qui n'est pas encore gagné. La maîtrise de la mobilité professionnelle dans l'espace CEDEAO. Combien sont-ils les travailleurs migrants de la région travaillant dans d'autres pays de la zone? De quelle protection sociale bénéficient-ils? Impossible de le savoir faute de données fiables. Les États membres sont conscients de la situation et veulent corriger le tir. Lomé abrite depuis ce matin une session sur le sujet, une assise pour ébaucher un début de solution. Les précisions de Ekwesala. À combien est estimé par an le flux migratoire relatif à la main-d'œuvre dans l'espace CEDEAO? Question difficile à répondre avec exactitude puisque les États jusqu'ici ne disposent pas de système d'information et de statistiques appropriés pour le définir. La préoccupation a réuni autour de la table des experts venus de 9 pays de la CEDEAO et de la Mauritanie. Il sera question pour eux, au cours des 5 jours à Lomé, de s'accorder sur les indicateurs et les outils harmonisés de collecte statistique en lien avec la migration de la main-d'œuvre. Ceci pour aider les gouvernants dans la prise de décision. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait, disons, un outil qui permette à chaque État membre de savoir quelle est la demande, quels sont les besoins en termes de travail au niveau de leur pays et qu'ils puissent partager ce genre d'informations avec leurs homologues. Donc lorsqu'il y a un besoin qui est exprimé par un État, qu'ils puissent, que les autres États connaissent la nature de ce besoin et comment l'offre disponible de travail qui est chez eux puisse être en tout cas satisfaite. C'est également que les États puissent fournir un certain nombre d'informations qui permettent de développer des politiques idoines en matière de migration de main-d'œuvre. Ces assises de Lomé se tiennent dans le cadre du projet d'appui à la libre circulation des personnes et à la migration en Afrique de l'Ouest. Les échanges devront également permettre aux participants de discuter de la feuille de route pour la mobilisation des ressources en vue de la mise en place d'un système d'information sur le travail et la migration dans les États membres de la CEDEAO. La commission de la CEDEAO et le Centre international pour le développement des politiques migratoires sont soutenus dans cette démarche par l'Union européenne. On
fait les comptes au niveau de la commission de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse. Comment l'aide 2017 a-t-elle été allouée? La commission a donné des éclairages sur le sujet à Kara, aux responsables des médias audiovisuels et écrits ayant un statut communautaire et commercial. Et dans la foulée, elle a rappelé les modalités d'accès à l'aide de l'État à la presse pour le compte de l'année 2018. Les détails avec Sonia Menyekbo. Au cœur de cette rencontre, les questions relatives à l'aide de l'État à la presse. Ici, responsables des médias audiovisuels et écrits, communautaires et commerciaux des régions des savanes centrales et de la Kara, ensemble avec la commission technique de gestion et suivi pour plancher sur les modalités pratiques d'accès à cette aide. Pour bénéficier de l'aide de l'État à la presse, l'organe postulant doit répondre à un certain nombre de critères. Il s'agit essentiellement des modalités qui existent depuis le décret de 2008. Alors, ce que nous faisons, c'est que chaque année, nous essayons de les appliquer davantage. Celles sur lesquelles nous avons tenu à apporter plus de précision, la nécessité de faire une demande. Dans les demandes, les dossiers sur lesquels nous insistons particulièrement parce qu'ils donnent droit à des pénalités, que le personnel qui est employé dans les organes, dans les médias, soit un personnel professionnel. Le personnel doit avoir des cartes de presse qui leur permettent justement d'être enregistrés comme personnel professionnel. Il faut déclarer le personnel à la caisse de sécurité sociale. C'est une mesure de protection de ceux qui travaillent dans les organes de presse. Et là également, lorsque vous ne l'avez pas fait, vous avez une pénalité. Que vous soyez en mesure de justifier l'utilisation de l'aide que vous aviez reçue l'année précédente. La période de dépôt des dossiers pour être éligible à l'aide de l'État à la presse pour l'année 2018 est ouverte depuis le 15 juillet 2019 et prendra fin le 16 août prochain. Cette rencontre d'information se tiendra à Lomé le mois prochain pour le compte des régions maritimes et des plateaux. Occasion également pour eux de passer en revue la gestion de l'aide de l'État à la presse au titre de l'exercice 2017. Et la presse togolaise se mobilise pour sauver des vies. Les professionnels des médias sont appelés à un geste tout aussi particulier. Le 3 août prochain, le don de sang, ce projet dénommé Mon sang pour une vie, est à mettre à l'actif de l'Union internationale de la presse francophone UPF Togo. L'initiative vient d'être lancée cet après-midi à Lomé. Augustin Kossi. Un geste pour sauver une vie. Le don de sang, cet acte volontaire a toujours été d'un secours à tout patient dont la situation nécessite une transfusion sanguine. La dimension humaniste de la question n'a pas échappé à la section togolaise de l'Union internationale de la presse francophone UPF Togo. L'Union appelle tous les hommes des médias du Togo à se prêter à cet exercice le 3 août prochain à travers l'opération Mon sang pour une vie. Dans les hôpitaux, tous les jours que Dieu fait, une femme est à la recherche de sang parce qu'elle a accouché, qu'elle perd du sang. Sur les plateaux techniques d'opération, un malade a besoin de sang. Il est temps que nous passions à l'acte, que nous passions à l'action. Et une fois que nous allons passer à l'action, je suis convaincu que les populations aussi vont le faire. Alors nous avons appelé les journalistes, les techniciens, les communicateurs, les auditeurs, les téléspectateurs, les lecteurs, tous au Centre national de transfusion sanguine le 3 août prochain, un samedi, pour qu'ils viennent poser l'acte salvateur, celui qui sauve de vie. La deuxième phase, c'est l'opération 100 000 poches de sang pour le Togo que nous allons faire dans les mois à venir. Le projet Mon sang pour une vie est donc motivé. Selon l'OMS, toutes les 2 secondes, une vie quelque part a besoin du sang. Et au Togo, le besoin annuel est estimé à 70 000 poches. L'urgence est là pour que chacun mette sa main à la pâte. Sur la chaîne de transfusion sanguine, les professionnels des médias restent un maillon essentiel en matière de sensibilisation. Et lorsqu'ils s'apprêtent à faire le premier pas, la noblesse du projet ne se démontre plus. C'est une très belle initiative dans ce sens que l'un des premiers maillons de la chaîne transfusionnelle, c'est la communication, donc la sensibilisation des populations. Sauver plus de vies alors. Donc forcément, nous avons des donneurs, nous avons plus de donneurs et donc le problème de pénurie est forcément réglé. Le droit à la santé étant non négociable, la démarche pour la
la protéger et la sauver demeure un impératif. Chacun, en ce qui le concerne, est interpellé pour répondre aux demandes sans cesse croissantes de ce liquide, indispensable à la vie. Rendez-vous donc le 3 août prochain à Lomé. La tranche commune entente 2019, le tirage est prévu pour vendredi, mais déjà les experts de l'autorité nationale des pays membres du Conseil de l'entente sont à Lomé. Ils vont baliser la voie à la 25e édition de la tranche commune entente. Une réunion préparatoire a donné le ton à cet événement ce matin. Kamen Madia Kapo. Qui sera l'heureux gagnant des 10 millions de la tranche commune entente édition 2019? Le compte à rebours a commencé. Des experts de l'autorité nationale du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo sont à l'œuvre pour faire de cette 25e édition une réussite. En attendant le grand tirage prévu pour le vendredi 26 juillet prochain, plusieurs sujets sont à l'agenda. Ces experts travailleront donc à la mise en œuvre des recommandations faites par les directeurs généraux des 5 loteries nationales lors de la réunion préparatoire de septembre 2018 à Lomé. Cette rencontre fera place à la réunion des directeurs généraux prévue pour le 23 juillet sous les auspices du ministre de l'économie et des finances. La tranche commune entente est un produit commun aux 5 loteries des pays du Conseil de l'entente. Les tickets sont commercialisés à 200 francs CFA dans chaque État membre. Ils permettent à des millions de parieurs de tenter leur chance et espérer remporter le gros lot mis en jeu lors du tirage régional. Je l'ai annoncé en titre, les élèves sont en pleine vacances, moment de répit et de distraction, pendant que certains s'intéressent aux jeux de loisirs et d'autres préfèrent donner un coup de main à leurs parents, au marché, à la boutique ou encore mettre en place une activité génératrice de revenus. Bénédicte Aleke a suivi certains de ces vacanciers en activité. Suivez son reportage présenté par Sonia Ménico. Quelques jours seulement après les résultats de fin d'année, Gloria veut rendre utiles ses vacances. Dans ce marché, elle accompagne sa maman dans son petit commerce, la vente du jus de fruits. C'est un engagement volontaire pour acquérir des expériences non seulement dans la vente mais aussi dans la production de boissons de première nécessité. Je suis venue pour aider ma maman à vendre du jus et de l'alimentation générale. Comme elle, bon nombre d'élèves s'adonnent à diverses activités rémunératrices ou non pour mettre à profit la période des vacances. J'aide ma maman à la boutique pour son commerce. En fait, quand je suis à la maison, je ne fais rien, moi-même ça m'embête. Je suis en train d'aider ma mère pour vendre des poignées, des serrures, des cylindres et puis des ficelles et puis des marteaux. J'aime beaucoup aider mon papa parce que si je suis en vacances, je ne fais rien. Je ne fais que jouer au ballon. C'est pourquoi je viens chaque jour au marché pour aider mon papa. Les vacances, c'est aussi des moments de détente et de distraction. Ce groupe d'élèves que nous avons croisé, par exemple, vivent eux déjà les colonies de vacances. Ils ont choisi d'aller à la rencontre et à la découverte des contrées d'autres cultures. Pendant les vacances, normalement, les jeunes, l'élève ne doit pas rester sans activité. On doit l'occuper. Et cette activité apporte à l'enfant d'abord sur le plan cognitif, l'enfant se développe. Et sur le plan physique, ça permet à l'enfant également de se retrouver, de s'épanouir et de se préparer pour la rentrée prochaine. Pendant les vacances, certains élèves sont sans repère et donc livrés à eux-mêmes, ce qui engendre souvent des dérives de tout genre aux conséquences parfois coûteuses. Les occuper et de façon utile durant ces temps reste recommandé aux parents. Ils auront ainsi joué leur rôle. Tu m'aimes pas, donc qu'est-ce que tu fous là? Oui. Et parlant de vacances, cette aventure pleine de découvertes et de souvenirs pour les enfants des agents membres de la mutuelle des travailleurs de la CNSS. Ils ont visité plusieurs sites touristiques dans la préfecture de la Kosa. Une colonie de vacances, une manière pour la Caisse nationale de sécurité sociale d'être plus proche des parents d'élèves. Le récit de Edem Sousouko.
Ces enfants ont suivi de bout en bout les empoignades à Pia et à Lassa. 2 finales qui leur ont permis de se faire une idée, la plupart pour la première fois, de cette lutte. Un rite initiatique des garçons à Pays Kabien. Ils viennent de Lomé et c'est à la faveur de la colonie de vacances initiée par la mutuelle des travailleurs de la sécurité sociale du Togo avec le soutien de la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale, que ces enfants des agents membres de la mutuelle découvrent le Togo profond. Les enfants sont actuellement en vacances. L'objectif premier, c'est de rapprocher le personnel à travers nos enfants. C'est pourquoi nous les avons amenés ici à Kara. Et pourquoi Kara? Le choix n'est pas fortuit. C'est tout simplement parce que la région regorge de beaucoup de sites touristiques et culturels. Mais ce n'est pas fini. Les autres fois, on ira dans les autres régions. C'est la première activité que nous avons faite envers les enfants. C'était en 2018, en décembre, où on a fait Noël pour les enfants. Ça a rassemblé les enfants. Et aujourd'hui, c'est la colonie. C'est la première édition aussi. C'est l'épanouissement de son personnel. Comment faire pour que le personnel soit épanoui? Voilà les vacances qui sont arrivées. Il faut arriver à occuper les enfants à travers diverses activités. Et en cela, cette colonie de vacances est bien arrivée. La sortie leur a permis de toucher du doigt certaines réalités et de découvrir d'autres peuples avec leur culture et tradition. On est allé voir les Ivala, on a visité le Tata Tamberma, on est allé à l'aéroport de Niamtougou, on a visité la tour de garde et on a vu l'ancien décès présidentiel. Quand on fait les Vala, c'est pour montrer que tu es un vrai homme, c'est-à-dire tu peux t'occuper d'une famille. C'est la première fois que je viens. J'ai vu les gens se battre un peu bizarrement, que je n'ai vu d'habitude. Mais c'était très intéressant. 6 jours de découverte, d'échanges, de rencontres et de solidarité. Chaque enfant repart avec des kits pour la rentrée scolaire prochaine. Elle est reconnue pour sa particularité en matière de beauté en Afrique et dans la culture togolaise. La perle, objet de beauté, perd de plus en plus sa valeur dans nos sociétés. Il faut donc corriger les tirs. Et justement à Kara, dans la préfecture de la Kosa, un salon international a été dédié aux arts de la perle. C'est pour promouvoir ce secteur créateur d'emplois et qui contribue au développement socio-économique du Togo. Le reportage est signé Nelson Mouzou et Gérard Lagoudjou. Le Salon international des arts de la perle SIAP est une plateforme de revalorisation de la culture togolaise en vue de sa contribution efficace dans le développement économique du pays. À ce premier rendez-vous, un accent particulier a été mis sur la perle à travers des conférences-débats, défilés de mode, soirées des artisans et bien d'autres pour offrir un cadre qui permet aux artisans de vivre de leur métier. Je suis passionnée des perles. Et j'ai voulu que ces perles soient promues. Nous voyons qu'au Togo, les perles commencent à disparaître. De la jeunesse, pratiquement les gens ne connaissent plus les perles, ne connaissent pas l'utilité des perles. On a fait les perles en argile, comment traiter l'argile pour devenir pâte modelée et obtenir les perles. Nous avons fait aussi la gestion financière parce que quand on gagne, on ne sait pas gérer, on serait toujours pauvre. C'est jumelé aussi avec l'ouverture d'une galerie des perles traditionnelles à Kara. Le gouvernement togolais a déployé assez d'efforts ces dernières années en matière de promotion du secteur artisanal. La réorganisation à travers la politique nationale, l'accès au crédit, l'assurance maladie, des séances de renforcement des capacités et de nouvelles mesures sont en cours pour plus de rentabilité. Sous l'impulsion du chef de l'État, beaucoup d'actions sont menées, mais qui vont être renforcées dans notre plan national de développement. Parce que quand vous vous référez à ce plan,
l'axe 2 qui porte sur la mise en place des pôles de transformation agricole, manufacturier et minier, l'artisanat a toute sa place. Et à ce niveau, il est question d'accompagner la mise en place ou l'émergence de 4200 entreprises artisanales. Nous accompagnons les artisanes à des foires nationales, par exemple la foire de Lomé, le CIAO et autres. Nous accompagnons les artisans, ils sont nombreux à participer à ces foires. Mais en même temps, les artisans disent, nous voulons notre foire, nous voulons notre marché international de l'artisanat. Et ce que nous avons lancé il y a quelques semaines et qui va se tenir dans la dernière semaine du mois d'octobre. Et donc, il est question aussi d'en parler parce que ce marché international de l'artisanat que nous appelons MIATO sera un cadre d'échange avec des artisans venus du monde entier, mais qui permettra de donner encore plus de visibilité à l'artisanat togolais parce que l'artisanat se retrouve dans tous les secteurs de notre pays, que ce soit l'agriculture, la culture, l'industrie, à tous les niveaux, le tourisme. Et donc, il est question vraiment que nous puissions accompagner nos artisans. Cette première édition du Salon international des arts de la Perle a reçu l'accompagnement du Fonds d'aide à la culture mis en place par le gouvernement. La vitrine réservée à ce salon a été visitée pour découvrir la particularité de ce salon qui, au-delà des artisans togolais, a mobilisé des participants venus du Bénin et du Nigeria. Elles s'engagent à convertir les cœurs et à accomplir leur mission d'évangélisation comme femmes du Cénacle. Elles ont déjà reçu une formation de 3 ans sur divers modules pouvant les aider sur le terrain. Medina Salami. Par la foi et la soumission au Seigneur, la Vierge Marie donna naissance à Jésus à travers le Saint-Esprit. À l'image de Marie, ces femmes du Cénacle se sont engagées dans cette mission d'enfantement ecclésial. Pour accomplir cette vocation, elles ont suivi une formation de 3 ans sur l'évangélisation. La première année était donc centrée sur la nécessité de découvrir l'amour de Dieu pour nous et de lui rendre donc amour pour amour. La deuxième année était une année donc d'école d'évangélisation. La troisième année était essentiellement basée sur la mission. Voilà comment chaque femme va s'intégrer dans la mission de l'Église et particulièrement d'abord dans la paroisse d'où elle vient et ici à Saint-Jean. En intégrant par exemple les différents services et apostolats de l'Église, de pouvoir exercer leur grâce d'enfantement spirituel au sens d'une incarnation au sein de la paroisse dans les différents apostolats et services de la communauté pour participer aussi à l'œuvre d'évangélisation à leur manière et si possible par la prédication. Prière et invocation du Saint-Esprit, cette messe de circonstance les renvoie ainsi à leur mission. L'enseignement de la catéchèse aux enfants, l'encadrement des couples et propager la parole de Dieu partout. La femme est un être exceptionnel. La femme, c'est elle qui porte, c'est elle qui met au monde, c'est elle qui élève, c'est elle qui éduque, c'est elle qui travaille, c'est elle qui souffre dans le silence comme Marie. La femme est humble, la femme est douce. Alors nous voulons dire que si nous avons choisi d'entrer dans ce groupe, c'est parce que Marie nous a beaucoup inspirés par sa façon de faire et nous avons voulu nous aussi l'imiter. Marie est notre modèle. Elles ont également reçu des enseignements sur le Cénacle. Ces femmes, 21 au total, ont désormais leur bâton de pèlerin, la Bible et la croix pour mieux accomplir leur mission. Et pour finir, le Hajj 2019, le départ de la première vague, c'est dans 2 jours. La société de téléphonie mobile Togo Cellulaire met la main à la pâte pour soutenir ces pèlerins. Elle vient de mettre à la disposition des 2225 pèlerins des kits pour le voyage. La remise a été faite aux bénéficiaires cet après-midi. Yasmine Kodia. Ce geste symbolique du premier responsable de la société Togo Cellulaire au ministre de la Sécurité et de la Protection civile annonce le départ des pèlerins du Hajj 2019 en Arabie Saoudite. Les membres de l'organisation du Hajj 2019 sont visiblement heureux de cet accompagnement. À partir du 24, les pèlerins togolais vont commencer par partir. On voudrait remercier sincèrement Togo Cellulaire. Arrivé là-bas, nous prions pour le pays, nous prions
pour les autorités et surtout pour Togo Cellulaire qui nous accompagne. Pour monter dans l'avion, on vous dit il faut 10 kilos. Avec le sac de Togo Cellulaire, les pèlerins ont toujours été sauvés. Des kits de voyage composés de parapluies, des objets de repère, de soins et de communication, plus de 1800 kits vont permettre aux pèlerins de mieux remplir le 5e pilier de l'islam dans de bonnes conditions. Ces objets constituent une identité pour ses bénéficiaires et portent la marque Togo Cellulaire. Nous aussi au niveau de Togo Cellulaire, nous avons voulu effectivement accompagner, appuyer les pèlerins pour que effectivement tout se passe bien. Ne serait-ce que symboliquement, ils tiennent le parapluie écrit Togo Cellulaire et sur le sac, vous allez voir, ça on a dessiné, c'est la carte du Togo. Donc ça fait plaisir en Arabie Saoudite de voir quelqu'un avec le sac où c'est marqué Togo et ça fait effectivement plaisir. Donc c'est une marque et voilà, ça c'est des Togolais et concentre aussi notre présence. Le gouvernement, à travers le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, comme toujours, s'engage pour la réussite de l'organisation du Hajj 2019. Pour ce service rendu aux pèlerins, le ministre en charge de la sécurité a remercié le personnel de la société Togo Cellulaire et a imploré sur chacun la bénédiction d'Allah. Au nom du gouvernement, nous souhaitons à tous ces pèlerins togolais de faire un bon voyage, d'avoir que Dieu leur donne la santé de pouvoir faire les rites, que Dieu leur donne la santé de penser à notre pays. S'ils vont, c'est parce qu'ils partent d'un pays où il y a la paix, où il y a la sécurité vers le pèlerinage. Nous leur demandons ça solennellement, ne serait-ce que 5 minutes dans leur prière de penser à notre pays, de penser à la sécurité de notre pays, à la paix dans notre pays, aux autorités de notre pays, de penser à toute la population togolaise. Et me veut qu'ils fassent ce pèlerinage en très bonne santé et qu'ils nous reviennent en très bonne santé. La société Togo Cellulaire veut ainsi permettre aux 2225 pèlerins togolais d'effectuer en toute quiétude leur pèlerinage en Terre Sainte. Cette cérémonie de remise symbolique marque la fin des préparatifs du Hajj 2019. Et c'est également la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une très belle soirée.